Ça marche. Voilà, bonjour à vous tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle de conférences sur l'écologie intégrale, d'accueillir Anne-Sophie et Benoît Contant, qui sont à la tête du village de François, qui vient de s'installer, c'était au mois d'octobre dernier, dans les murs de l'abbaye Sainte-Marie du Désert, près de Toulouse. Voilà. Et c'est le premier village de François qui a été créé en France, mais certainement pas le dernier, parce qu'il y a des projets de création d'autres villages de François en France. Alors je ne vais pas en dire plus, parce qu'ils vont vous parler de ce concept, j'allais dire. Voilà, c'est un lieu de vie particulier, avec un mélange entre des personnes en situation de fragilité et puis des accompagnateurs. Et c'est à travers cette symbiose, cet écosystème, où se vit une véritable écologie de la relation. C'est la raison pour laquelle ce témoignage s'inscrit parfaitement dans ce cycle sur l'écologie intégrale. Alors merci beaucoup d'être parmi nous. Ça a été un petit peu compliqué de vous avoir. C'était oui, c'était non, enfin, mais l'essentiel que vous soyez là parmi nous. Donc un double merci d'avoir pris de votre temps. Je sais que cette installation vous prend beaucoup. C'est très, très difficile hein, d'essuyer les plâtres et avec beaucoup de travaux aussi qui sont à faire dans cette abbaye qui peu vétuste. Alors merci vraiment de nous consacrer un petit peu de temps pour témoigner de ce que vous vivez dans ce village de François. Merci beaucoup de nous accueillir. Un grand merci de nous accueillir. Effectivement, ça n'a pas été simple. On est très sollicités. On rend grâce à Dieu d'être sollicités comme ça. C'est génial, mais on n'arrive pas à répondre. Et on n'est pas très très bon pour l'instant encore là-dedans. Ce que je vous propose déjà juste avant, c'est de dire un « Je vous salue Marie » ensemble, avant ce temps de partage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc on va juste se présenter rapidement là. On proposait de faire en deux temps notre intervention. Un premier temps où vous parlez vraiment du projet, du village de François, ce que c'est. Et puis, même si le teasing était très bien fait, hein, et deuxième partie, on vous parle un peu de notre parcours, ce qui nous a amené jusque-là, notre cheminement, pourquoi on se retrouve dans cette grande aventure. Donc moi je suis Benoît, je travaille à la Fondation Apprentis d'Auteuil, sur Toulouse et sur le 82. Et puis nous sommes mariés donc depuis 21 ans, bientôt 21 ans. On a 4 enfants, un plot de ton de tête avec 3 grands, seconde, terminale et études supérieures, et un petit dernier qui est arrivé il y a 3 ans. Je suis Anne-Sophie. Voilà, je ne travaille pas actuellement. Je travaille pleinement pour le village de François. Voilà. Je suis bénévole au village de François, mais depuis peu de temps, parce que c'est depuis août, en fait. Hop, je vais me décaler un petit peu. Peut-être effectivement... Alors, ce qu'on avait prévu, c'était on parle, et puis après, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions, en fait. Hein, vraiment. On a un temps de partage et d'échange, c'est comme ça qu'elle est le plus intéressant. La première chose qu'on vous propose, c'est un peu de vous présenter le village de François. Ce que c'est que le village de François, pourquoi il y a cette création du village de François, par qui? Alors déjà, le fondateur, c'est Étienne Villemain, qui a déjà fondé l'association Lazare, pour ceux qui connaissent, et l'APA, c'est Lazare, mais à Paris. Qui a fondé le village de François il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans.
qui a eu cette intuition et qui a parlé de cette intuition qu'il avait et de ce désir qu'il avait dans son cœur à plusieurs autres personnes, qui leur a présenté ce projet un peu fou, qui était de proposer des lieux de vie avec plein de personnes différentes, donc avec des personnes un peu cabossées par la vie, des personnes avec des familles, avec des personnes issues de la prostitution, avec des personnes porteurs de handicap, avec des personnes âgées, des plus jeunes, des moins jeunes, des mamans célibataires. Donc ça, c'était l'idée que chaque personne différente, cabossée ou moins cabossée par la vie, mais en fait avait une vraie richesse et à apporter, et qu'en vivant ensemble et en arrêtant de nous mettre un peu chacun dans des cases et de vivre chacun de notre côté, en vivant ensemble, on pouvait vraiment s'apporter les uns aux autres et s'apporter aussi vraiment dans notre foi, vraiment profondément. Donc ça, c'était la première intuition d'Étienne, et c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ils ont travaillé sur ce projet pendant 2 ans, vraiment avec ardeur, pour que le premier village de François naisse en octobre, le 4 octobre de cette année, enfin de l'année dernière, 2020. Ils ont pris contact avec les moines cisterciens de l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Ça s'est fait très très rapidement. C'est pas du tout le projet qui devait aboutir en premier, parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient depuis bien longtemps sur les rails et qui n'ont pas encore débuté très concrètement avec une installation d'habitants au sein des abbayes ou des différents lieux. Et donc ce premier village est né de cette rencontre entre des frères cisterciens de l'abbaye Sainte-Marie du Désert qui avaient le désir de passer le relais, parce que peu nombreux, les frères nous ont fait une passation un peu. C'est-à-dire qu'ils ont... La première chose, c'est qu'ils prient pour nous, on prie pour eux, alors on s'est parrainés pour prier les uns pour les autres, mais qu'on est vraiment dans cette communion spirituelle et dans ce désir pour nous d'être dans la continuité de ce qu'ils ont fait pendant 160 ans au sein de l'abbaye. Alors pas du tout de la même manière, on n'a pas tous leurs offices, on ne se lève pas à 4 heures du matin pour prier, on n'a pas cette vie évidemment de moine, et ce n'est pas du tout l'objectif, mais par contre vraiment dans l'accueil du plus pauvre, dans la prière qui continue, puisqu'on a des offices tous les jours, on a la messe tous les jours, on a vraiment une vie de prière, et vraiment dans justement, alors on en vient à l'écologie intégrale, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais les frères cisterciens, en fait, ils travaillaient la terre, ils étaient dans des cadres qui étaient beaux, qui étaient révélateurs vraiment des merveilles du Seigneur. Et quand ils parlaient du travail de la terre, alors il y avait une miellerie, il y a toujours une miellerie, pardon, donc à l'abbaye Sainte-Marie, à l'abbaye, il y a plusieurs activités comme ça autour de la nature, et tout ça, quand ils en parlent, ils sont passionnants, les frères cisterciens, parce que vraiment, c'est ce travail de la terre, de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné sur cette terre et prendre soin de cette maison commune. Enfin, bon, je crois que vous avez eu une présentation de Laudato Si la semaine dernière, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans, mais c'est vraiment, ça faisait partie de leur vie quotidienne, et on essaye vraiment d'être dans cet esprit aussi au sein de l'abbaye, et d'être un peu dans cette continuité des frères. J'ajouterais, on a eu la chance, puisqu'on est arrivé en août sur le village de Toulouse, et on a vécu un petit peu avec les moines, et on a un moine qui s'appelait Frère Guéric, qui est parti en Équateur, puisque chaque moine a fait le choix de partir où il voulait. Et Frère Guéric qui nous a dit, qui nous disait, quand on parlait avec lui, il nous disait le village de François, c'est le fruit de nos 160 années de prière. C'est les graines qu'on a semées, et c'est le grain le bon grain qui est tombé en terre et qui a germé et qui donne du fruit. Et le village de François, il le percevait non pas comme une rupture ou la fin de quelque chose, mais comme une continuité dans ce que eux avaient entamé et avaient posé sur ces terres. Donc ça donne beaucoup de responsabilités, parce que du coup ça nous fait peser ces 160 années, on les endosse d'un coup sur l'épaule avec toute l'histoire de l'abbaye, et en même temps voilà, il y a ce lien qui est là, et cette idée de se dire c'est pas une fin, c'est pas une cassure, mais c'est bien une continuité, c'est bien une évolution. L'Église évolue depuis 2000 ans, on fait partie
on fait partie de quelque chose de nouveau à notre petite mesure. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile, évidemment pour les frères. On peut imaginer que ça a pu être difficile de partir, mais ils étaient quand même vraiment remplis d'espérance. Et ça quand même, donc des frères quelquefois très âgés, remplis d'espérance pour ce qu'on allait pouvoir vivre au sein de l'abbaye. Alors avec tout ça quand même, on est plein d'humilité à rentrer dans cette abbaye. C'est une abbaye dont ils ont pris soin, vraiment soin, qui était en très très bon état. On a pu tout de suite venir y vivre au sein de l'abbaye et vraiment, on voit qu'il y avait une vraie... ils prenaient vraiment soin du bâtiment. Et donc quand même c'est un poids, mais voilà, on y va vraiment tout doucement. Alors je le dis d'autant plus que là le témoignage qu'on peut donner, c'est vraiment le début du village de François. On est arrivé en octobre, donc j'insiste un peu, mais on est tout au début et on est, alors j'espère dans un an on reviendra, puis on pourra vous dire les beaux fruits, les belles grâces qu'on a pu vivre durant cette année. Mais voilà, on est plusieurs familles de célibataires, 5 familles actuellement sur place. On n'a pas encore accueilli d'associations, je vais vous en parler après des associations, mais pour l'instant on est vraiment dans la préparation de l'accueil des personnes fragiles. Voilà. Mais cette préparation elle est aussi importante que d'accueillir les personnes fragiles. On s'en aperçoit maintenant. On se dit il faut que les associations elles viennent, qu'elles arrivent et tout. Ben non, peut-être d'être dans la préparation et dans ce temps d'attente aussi, parce que pour nous on avait chacun reçu un appel. Cet appel c'était de vivre avec les plus fragiles. Bon, on se retrouve avec 5 familles, 2 célibataires, un prêtre. Bon, ça va, c'est tranquille finalement. Non, ce temps de préparation où on prépare physiquement, très concrètement, on fait des travaux à l'abbaye pour recevoir les associations, mais on prépare aussi le partenariat qu'on peut avoir avec les différentes associations qui vont venir au sein de l'abbaye. C'est primordial, c'est hyper important. Voilà. Petit exemple sur les adaptations qu'on doit faire. Quand on se balade dans l'abbaye le soir, on cherche les interrupteurs. On vient de passer l'hiver, là, il fait nuit très tôt. Il n'y a pas d'interrupteur puisque la vie des moines étant réglée avec des heures d'office et des couchers fixes, il y a des minuteries qui allument la lumière un quart d'heure avant l'office, qui l'éteignent 10 minutes après, et à 20h, il n'y a plus de lumière nulle part. Et donc, on installe des interrupteurs. Donc, c'est juste pour pouvoir se balader à des horaires qui ne sont pas des horaires coutumiers des moines et pouvoir être autonome dans nos déplacements. On va peut-être parler un peu du concept, là, du projet. Oui. Les villages de François tournent autour de 3 piliers. Il y a 3 piliers principaux. Le premier, c'est le vivre ensemble. Le second, c'est l'écologie intégrale. Et enfin, le troisième, l'activité économique. On va essayer de détailler un peu chaque pilier et peut-être un peu davantage l'écologie intégrale. Premier pilier, donc le vivre ensemble. Comme je vous l'ai dit, l'idée est d'accueillir des associations qui elles-mêmes prennent en charge des personnes migrantes, des personnes issues de la rue, des personnes issues de la prostitution, des mamans célibataires avec enfants, des personnes avec un handicap, des personnes âgées dépendantes et des personnes retraitées. Donc, toutes ces personnes-là auront chacune des logements individuels, enfin des logements ou bien des colocations. Donc les personnes issues de la rue, ce qui est prévu pour elles, c'est de leur proposer une colocation de 8 personnes. Les personnes issues de la prostitution également. Après, pour les personnes, il y a des personnes retraitées qui viendront. Alors, c'est un système de béguinage. Je ne sais pas je sais pas si vous connaissez bien le béguinage, mais en tout cas, voilà, ce sera deux grands appartements. Enfin, ce n'est pas des appartements parce que c'est des studios avec des salles communes, avec des personnes qui viendront vivre leur retraite à cet endroit. Donc, c'est une vie commune sur certains temps, et puis une vie où chacun a son autonomie, son indépendance, avec par contre un objectif commun, c'est se mettre au service d'un projet et la prière. Voilà. Donc voilà, ça c'est 2 choses qui sont en train de se mettre en place au sein du village. Il y a aussi 5 familles, enfin 5, 6, peut-être 7 familles
qui, elles, ont chacune... c'est pas une vie en communauté, chaque famille a son lieu de vie, son autonomie financière, d'organisation familiale, etc. Et les familles ont une mission autour de 3 engagements. Un engagement de prière, je vais avoir oublié les 2 autres, un engagement de service, pardon, et de vie fraternelle. Et de vie fraternelle, voilà. Prière, donc on s'engage à prier tous les matins, à venir au Laude, et on a animé un temps de louange le vendredi soir. Aujourd'hui, c'est le vendredi soir. Et voilà, et animer les célébrations. On a de temps fraternels, on a comme mission d'organiser des temps de rencontre. Le village de François, c'est un village. Et donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont si vous êtes tous du centre-ville ou s'il y en a qui sont dans les villages à côté, mais il y a souvent dans les villages, on connaît le voisin, on s'entraide. C'est des petites communautés, les villages. Et là, c'est un village dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on propose des temps de rencontre, des choses où on va vivre ensemble. Et le 3e temps que j'ai de nouveau oublié, la fraternité, puisqu'on a un temps sans être un temps de communauté, c'est un temps fraternel où on vit en tant que frères. On n'est pas en charge en tant que famille de l'accompagnement des personnes qui sont accueillies. Je ne sais pas si c'est clair, il y a des associations qui vont venir habiter pour développer leurs projets. Une association qui s'occupe des anciennes personnes en situation de prostitution, qui vient créer une colocation au sein du village de François. Et donc c'est cette association qui porte son projet et qui accompagne les personnes. Et nous, en tant que famille, on vient créer de la rencontre. Et donc on n'est plus... Enfin nous, c'est ce qui nous intéressait particulièrement dans ce projet, c'est qu'on n'est pas dans une posture d'accompagnant, on est dans une posture de relation. On est en relation avec... que ce soit un éducateur de l'association ou que ce soit une personne accueillie, ou etc. Pour nous, ça ne change pas. On a une personne humaine en face de nous et on la rencontre. Alors, c'est effectivement ça vraiment qui nous a beaucoup attirés dans ce projet. On est chacun, tous les deux, un peu du social. Enfin, moi, je suis éducatrice spécialisée au départ, et puis j'ai toujours travaillé dans le social, et j'avais pas envie d'accompagner les gens, en fait. Vraiment pas. J'avais vraiment envie d'être dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui nous est proposé, c'est d'accueillir l'autre comme il est. Alors vous parliez d'écosystème tout à l'heure, mais c'est de changer un peu la façon de voir d'habitude, où il y a un accompagnateur et puis quelqu'un qui est accompagné. En fait, là, on est simplement 2 personnes qui se rencontrent, avec certes de grandes différences et certainement quelquefois des difficultés à se comprendre et à se rencontrer, mais bon, réussir à dépasser justement ces difficultés-là et puis prendre la personne humaine comme elle est, en fait. Voilà. Ils sont cabossés, mais nous aussi. On le voit bien, là, on est 5 familles et 3 personnes célibataires. On est bien cabossés aussi, on a tous nos fragilités. Et les premiers accueillis, c'est nous, c'est bien. Comme ça, on fait cette expérience-là dès le départ. Ça, voilà, c'est pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Ensuite, l'activité économique. Donc, on reste ancré dans l'activité cistercienne qu'il y avait avec l'agricole qui va avoir une part importante dans l'activité économique. L'idée globale, générale, si on devait résumer le concept, c'est que la personne accueillie, on la met dans un bel environnement, on lui fait voir du beau, une abbaye cistercienne, c'est magnifique, le cadre est beau, les entourages, venez nous voir, il y a un élevage de daims, on se lève le matin, on a les daims qui sont juste en bas des fenêtres, c'est vraiment très beau. Et donc on rééduque au beau et on apprend à voir le beau et le travail, parce que on redonne la dignité à ces personnes qui sont accueillies par le travail. Alors pourquoi ? Parce que le travail derrière, on peut réobtenir des papiers, on a une adresse, etc. Et que derrière c'est une transition. L'idée c'est qu'ils repartent et qu'ils refassent leur chemin ensemble. Et l'activité économique aussi, parce que c'est un gros site et qu'il y a un moment, il y a un principe de réalité. Ça s'appelle François, mais on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche comme Saint François d'Assise. Il y a une réalité économique à apporter pour entretenir et maintenir le site en état.
Il y a déjà des activités économiques et la première chose, ça a été de faire perdurer ces activités économiques. Donc il y a une miellerie, il y a une hôtellerie et un magasin monastique, entre autres. Et donc la première chose, ça a été, et ça a été le premier engagement du conseil d'administration du village de François, c'était que tous les salariés qui travaillaient au sein de l'abbaye puissent continuer à faire vivre ces activités économiques. Donc la première chose qu'on a fait, c'est vraiment mettre les deux mains dans... il fallait y aller. Et donc de faire continuer cette hôtellerie, cette miellerie et le magasin. Alors vous pouvez venir à l'hôtellerie. Si vous venez voir les daims, je fais de la pub, hein, vous pouvez venir à l'hôtellerie. Il faut juste penser à prendre votre pique-nique parce que c'est Covid en ce moment, ouais. et qu'on ne peut pas vous accueillir. On ne peut pas vous faire à manger, mais on peut vous héberger. Et donc avec toutes ces activités, ensuite on a les poules pondeuses qui arrivent dans 15 jours. Donc quand on parle d'écologie, on parle aussi évidemment de tout ce qui est prendre soin de notre maison commune et par la permaculture, le maraîchage, les poules pondeuses là qui arrivent. Donc toutes ces activités économiques qui arrivent doucement les unes après les autres, enfin doucement, qui arrivent. Voilà. Et le choix des activités économiques se fait aussi pour que ce sont des activités qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, qui sont peu mécanisées. Les poules pondeuses, les œufs, on les ramasse encore à la main, on met encore les œufs un par un dans les boîtes de 6, etc. Et pourquoi ? Et qui demandent peu de qualification. Donc c'est bien l'idée qu'une personne qui veut se sortir de la rue, qui vient vivre en colocation à Sainte-Marie-du-Désert, recherche une activité économique, ça tombe bien, on a besoin d'elle, on ne peut pas fonctionner sans elle, et elle a besoin de retravailler, donc ça tombe, on se met en corrélation et on fait correspondre les besoins. Une des associations avec laquelle on travaille en ce moment, c'est Magdalena, l'association Magdalena. Pour ceux qui la connaissent un peu, c'est une association qui a été créée par le père Chauveau et qui accueille des personnes issues de la prostitution. Qui fait des... Alors je ne vais pas bien en parler, il faut aller voir sur internet, ils en parlent vraiment bien et puis c'est très bien expliqué. Mais l'idée c'est vraiment d'accompagner ces personnes en créant des repas du cœur, des maraudes, mais ils n'appellent pas ça des maraudes, je suis désolée, j'ai plus le terme en tête, mais pour rencontrer ces personnes. Et on travaille avec Magdalena en ce moment, le village de François travaille avec Magdalena pour créer donc une colocation Magdalena à l'abbaye. Et ça ne peut pas aller sans l'activité économique, c'est-à-dire que l'association Magdalena ne s'implante pas sans implanter en même temps Solentiel, qui est une entreprise d'insertion pour ces personnes qui sont accueillies à Magdalena. Donc c'est important, on ne peut pas, tout est lié, vraiment. On ne peut pas se dire, tiens, on accompagne socialement cette personne, oui, mais bon, son travail, ça n'a pas d'importance. Non, en fait, on est obligé vraiment de travailler la totalité en même temps. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret, mais donc ils sont en train de créer Solentiel et Magdalena à Toulouse pour pouvoir venir au sein de l'abbaye. Une autre association, c'est Cette Famille, CE2TE. C'est une association qui propose à une famille de vivre avec ou à côté de 2 ou 3 personnes en situation de dépendance. Situation de dépendance liée à un handicap ou situation de dépendance liée à la vieillesse. Et donc c'est une famille qui va faire les courses, passer du temps avec les personnes. Alors je ne sais pas exactement la nature de l'aide, mais voilà. Donc c'est aussi une façon de faire correspondre des besoins. Il y a une personne qui est dépendante, qui a des besoins pour se déplacer, pour faire les choses de la vie de tous les jours. Et finalement, on a besoin les uns des autres. Encore une fois, tout est lié. On est vraiment dans l'interdépendance. On casse le fait qu'on cloisonne et on rend les choses forcément séquencées par le fait qu'on va se retrouver à avoir besoin les uns des autres. On est 5 familles aujourd'hui. Il y a un peu plus de 100 hectares, dont... Non, il n'y a pas 200 hectares. Il y a un peu plus de 4 hectares d'entretien régulier à faire où il faut tondre, tailler la haie, couper les arbres abattus, etc. Et ça, tout ça, on ne peut pas le faire. Nous, à 5 familles, on sait pas faire. On a besoin qu'il y ait des personnes qui viennent nous aider. Et aujourd'hui, ces aides, c'est assez providentiel et ça, on peut vous le partager de façon très simple. C'est que
on a besoin de casser un mur, on se dit tiens le week-end prochain il faudrait que le mur soit cassé, il y a une entreprise qui va venir pour refaire des travaux. Et généralement le mardi, le mercredi, on a un appel, allô c'est la paroisse étudiante de Toulouse, allô c'est tel asso, allô c'est etc. Et on a une quinzaine de jeunes qui voudraient venir aider. Ah ben fantastique, ça tombe bien, on a besoin d'aide. Et la Providence fait que chaque fois qu'on a eu des besoins comme ça, on a toujours... c'est toujours, voilà, on est vraiment dans le fait que tout est lié, on a besoin les uns des autres, et ces jeunes avaient besoin de se mettre un peu au vert, de sortir, de se voir un peu dans un cadre pas en ville, etc., et puis de revoir un peu la nature. Et bien nous, on avait besoin de casser des murs, et on propose le cadre magnifique, dont on ne dispose pas, et eux proposent leurs muscles, donc ça se passe toujours très bien. Ça fait partie des activités participatives, des chantiers participatifs qu'on va proposer, qu'on propose déjà. Pour l'instant, on casse, mais on espère reconstruire aussi en chantier participatif. Mais casser, c'est très bon, c'est très thérapeutique aussi de casser un peu quelques murs à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est donc le troisième pilier. On arrive dans le troisième pilier qui est l'écologie intégrale. Évidemment, grande inspiration pour Étienne Villemain, c'est évidemment le pape François et la date aussi sur ce projet, et c'est évident, et sur l'accueil du plus fragile, et sur le fait qu'on ne peut pas prendre soin de notre maison commune sans prendre soin du plus fragile et de la personne qui est en face de nous. Et qu'on est d'abord dans une écologie de la personne humaine. On n'est pas du tout uniquement dans quelque chose d'une écologie bobo, catho, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, mais où on ne mettrait pas la personne au centre. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté, évidemment, vous imaginez bien, les réflexions sur le chauffage d'une abbaye, voilà, qui est chauffée actuellement au fioul, parce que c'était comme ça, et que maintenant il faut qu'on réfléchisse comment on peut faire autrement. Donc évidemment, très concrètement, ça se pose quand même. Donc ils réfléchissent actuellement sur un système de chauffage au miscanthus, donc qui est une nouvelle approche où on pourrait planter ce miscanthus autour de l'abbaye et puis pouvoir se chauffer avec. C'est un autre système de chauffage. Comment on rénove une abbaye avec des matériaux, avec quels matériaux, et comment on prend soin de ce patrimoine culturel, bien sûr, également en n'abîmant pas notre terre. Voilà. Mais donc c'est pas le principal. Enfin, c'est pas le principal. Ça nous prend beaucoup de temps, vous imaginez bien, matériellement, de prendre en charge l'abbaye et de réfléchir à ça, mais c'est pas le principal. On attend avec impatience, pour ça je vous disais, on est tout au début, mais on attend avec grande impatience les premières associations qui viendront, et puis qui nous donneront un peu un petit coup de pied aux fesses, là, en nous disant « Ouais, vous avez préparé plein de trucs et tout, mais bon, en fait, nous, c'est pas ça qu'on... Voilà, vous nous proposez des choses, on va adhérer à certaines choses, et puis il y a d'autres choses, voilà, on va falloir qu'on s'adapte beaucoup aussi, quand les premières associations viendront vivre au sein de l'abbaye, évidemment. » Ce qu'on essaie de dire par là, c'est qu'il y a l'écologie catho-bobo. On essaye de le faire quand même si on n'est pas... mais c'est pas l'objet de ce qu'on veut vivre dans l'écologie intégrale. On essaie de vivre l'écologie intégrale, donc c'est vraiment l'écologie humaine, prendre soin de la personne, prendre soin de l'autre, prendre soin de notre maison commune et de privilégier voilà, on est un système interdépendant, on vit dans un système interdépendant, et on le mesure sur l'échelle d'une abbaye, on le mesure beaucoup plus facilement que sur l'échelle de la planète, même si on sent bien que c'est juste une caisse de résonance. En fait, ce qu'on vit à l'abbaye résonne. Probablement que c'est ce qu'on doit vivre aussi sur l'ensemble de la planète, sur notre maison commune à tous. Voilà, sur la présentation du village de François. Peut-être que... Comment on est arrivé là, vous voulez savoir peut-être? on va vous partager comment on est arrivé là, parce que c'est un cheminement, et on est heureux de vous le partager.
On a, donc je vous disais tout à l'heure, on est mariés depuis 20 ans. On est les mariés de l'an 2000. Enfin, on n'est pas les seuls à se marier de l'an 2000, mais on en fait partie. Donc c'est plus facile pour calculer. En tout cas pour moi, c'est plus simple. J'oublie pas la date. Et on a, alors, jeune couple, catho, issu d'un milieu catho, tranquille, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, assez jeune. On s'est fait rappeler par la patrouille correctement, bien, en 2008, où il a fallu qu'on se détruise complètement, qu'on détruise ce qu'on avait fabriqué pendant 7 ans, puisqu'on l'avait fabriqué sur le sable, et qu'on se remette un petit peu au boulot. On a eu une grosse crise en 2008 qui s'est améliorée petit à petit jusqu'en 2015 où on allait bien et on a senti qu'on devait se réapproprier ce qu'on était, ce qu'on vivait, notre histoire, et qu'on devait construire des choses. Maintenant, c'était bien de regarder derrière, mais il fallait qu'on regarde devant et qu'on construise des projets. Alors, dans tout ce... Voilà, là, c'est un peu linéaire, c'est un peu rapide et tout ça. Il y a eu des coups de gueule et des voilà, quand on parle de crise, c'est pas toujours très drôle sur le moment. C'est un peu long, douloureux, et surtout, on ne vivait pas la même chose avec le Seigneur, tous les deux, à ce moment-là. Donc, il a fallu comme une conversion forte pour moi. Que je vive une conversion forte et un peu un retournement comme une crêpe pour comprendre que le Seigneur était présent dans ma vie depuis le début, et voilà, et pour qu'on puisse à nouveau recommencer à communiquer et à se dire tiens, on a envie de vivre notre vie et de nous réengager, et que le sacrement du mariage qu'on avait vécu 15 ans avant, c'était quelque chose qu'on voulait renouveler. Mais il a fallu vraiment cette conversion du cœur et cette rencontre, parce que je l'avais déjà rencontré le Seigneur auparavant, mais cette rencontre à nouveau, et un deuxième oui, voilà, et pour toi aussi. Mais ça n'a pas été très linéaire, ça a été assez... Et puis du coup, ce qu'on s'est dit, un truc chouette qui casse bien les codes et qui nous permet de nous reconstruire, on laisse tout en France et on se barre 2 ans faire un voyage en camping-car avec nos 3 enfants, parce qu'on en avait que 3 à l'époque. Donc on est parti. On est parti faire le tour des continents américains, Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, en camping-car avec nos enfants. On a vécu pendant 2 ans. On vous raconte tout ça parce qu'il y a un lien après. C'est avec le village de François. On n'est pas en train de juste vous raconter ma vie. On a vécu tout ça. Et on a été accueillis. Et on a vécu l'accueil, mais alors tous les voyageurs disent ça, on a été accueillis partout, et c'est vrai que on a été accueillis, on l'a vécu, ça s'incarne profondément, et on se rend compte que ces gens qui n'ont pas grand-chose vous donnent finalement tout ce que vous n'êtes pas capable de leur donner quand vous êtes dans votre petit confort quotidien en Europe, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Et on s'est dit, quand on revient en France, c'est pas pareil, on veut pas. Et on a revécu pendant ces 2 ans notre projet de couple. Pour ceux qui sont mariés, vous vous souvenez, si c'est plus ou moins vieux, mais on écrit une lettre d'engagement. Et dans cette lettre d'engagement, on avait... Lettre d'intention, pardon. On avait notamment on voulait une maison ouverte, accueillante, ouverte sur l'autre. Alors on a accueilli des enfants, c'était bien, mais visiblement c'était pas suffisant pour le Seigneur. Et on a redécouvert cette notion d'accueil, et on s'est rappelé, et ça s'est rappelé à nous, on a fait mémoire de ça. Et on s'est dit, plus jamais, on fait plus jamais comme on a fait avant. On ouvre la porte et on fait rentrer des gens. Et on est rentré en France, donc accessoirement j'ai trouvé du boulot assez rapidement, mais en se disant, on veut accueillir. Donc on a commencé par accueillir un petit bébé, parce que ça on sait faire, c'est facile, en tout cas c'est pas compliqué. et donc Anne-Sophie était enceinte quand on est rentré en France. On a loué un bel appartement en centre-ville, à Montauban. Et en attendant, donc on avait une chambre vide pour le bébé qu'on avait commencé à préparer correctement. Et il y a des gens qui sont venus frapper à la porte en disant voilà, il y a un jeune là, il est scolarisé, mais ses parents doivent partir.
Est-ce que vous pourriez lui faire un peu de place? Ah bah C'était au non. moment de la naissance de notre petit dernier, donc on a dit bah non, quand même, c'est pas du tout le moment. Non, c'est pas du tout le moment. Et puis on a regardé un peu, on avait une chambre de vide quand même. Enfin, le bébé est arrivé, mais un bébé ça prend pas de place. C'est un petit lit, en fait, c'est pas très grand. Et en 3 jours, on s'est retrouvés avec un jeune de 16 ans en plus dans notre appart, et puis notre petit dernier Joshua qui est né donc 5 jours après. Voilà. Donc on agrandissait d'un coup notre famille plus largement que ce qu'on avait imaginé. Et en fait, vraiment, ça nous a montré à quel point il faut se laisser surprendre par le Seigneur, à quel point ça nous est rendu au centuple aussi, même déjà ici-bas. Parce que cet accueil nous a permis d'ouvrir notre famille et nos enfants aussi. Enfin, nos enfants étaient très heureux de vivre cet accueil au sein de la cellule familiale, ce qu'on ne faisait pas d'habitude. Et puis, nous a permis d'ouvrir plein de portes et de rencontrer plein de gens. Et ce jeune, c'est un jeune absolument génial. Voilà, au-delà d'un accueil, vraiment, on a rencontré un jeune génial qui vaut le coup d'être rencontré. Et après, sur la suite, on a rencontré du monde. Et puis, on se disait, c'est pas suffisant quand même. On est encore un peu dans notre appart et tout. Et puis, on a rencontré On a rencontré des gens. Alors nous, on fonctionne beaucoup avec Saint-Jean. Je ne sais pas si vous faites, mais on fait généralement des demandes à Saint-Jean très précis. On dit voilà, on cherche une baraque, un machin comme ça. Et donc, avant d'arriver en France, on avait dit on cherche une maison, on veut 7 chambres parce qu'on veut accueillir plein de gens. On veut que ce soit en centre-ville pour que ce soit facile, pas de conduite. Un jardin, c'est indispensable. Et donc, je vous ai dit, on s'est retrouvés dans un appart en septembre. On s'est dit Saint-Jean, il a raté le coup, quoi. Et on était un peu dur, quoi. On l'avait amer et donc on a à faire de la place à ce jeune qu'on accueille. Une semaine après, on rencontre des gens à la messe et ils nous disent on fait un petit groupe, on réfléchit sur ce que c'est que de vivre ensemble, l'habitat partagé, machin. Bon, pourquoi pas, on y va, on va à une soirée. Petit tour de table dans la soirée et on raconte notre histoire de Saint-Jean. On dit voilà, on est déçus, on a fait une neuvaine à Saint-Jean. Première fois depuis en 20 ans, pas de réponse. Et on dit, voilà, on cherche une maison, 7 chambres, un jardin en centre-ville, à Montauban, pour pouvoir accueillir. Et Saint-Jean, il a toujours un petit côté, il fait un peu comme il veut, il a un petit côté juif, je ne sais pas d'où il tient ça, mais... Et en tout cas, la dame qui parlait juste à côté de nous, qu'on n'avait jamais vue, qui dit, moi je suis toute seule, dans une maison, 7 chambres, un jardin en centre-ville, elle redisait exactement ce qu'on avait dit, mais sans s'en rendre compte. Et puis elle me dit j'en ai marre de vivre toute seule, j'aimerais bien vivre, accueillir. Et on se regarde. Ça fait son chemin, 1 mois, 2 mois, et puis 2 semaines, une semaine, 2 semaines. On se rappelle, on se dit t'as dit ça pourquoi? Je sais pas trop, je sentais que je devais le dire, moi aussi, bon. Et puis on a emménagé avec elle 3 mois après. Pas du tout, 1 mois et demi après. 1 mois et demi après. C'est elle les dates. C'était beaucoup plus rapide. On a emménagé donc après avec elle et mais ce qui était très beau, c'était on passait de la posture d'accueillant, on voulait accueillir absolument, puis en fait on a été accueillis chez elle et ça c'est génial parce que c'est une belle posture aussi que d'être accueilli. Et que pour recevoir et pour donner, en fait, il faut savoir aussi recevoir profondément de personnes qui nous donnent. Voilà, donc on s'est retrouvés en coloc avec une fille de 75 ans, veuve, avec ses enfants et ses petits-enfants qui venaient pendant les vacances, et nous qui arrivions avec un jeune de 16 ans en plus, qui ne faisait pas vraiment partie de la famille, et avec un appartement au fond du jardin dans lequel il y avait encore une personne fragile qu'elle accueillait là pour être gentille. Et donc voilà, on s'est retrouvé tout un grand schmilblick. Et puis est arrivé donc 1 an, 2 ans, est arrivé le mois de mars l'année dernière, Covid. Et là on a pris de plein fouet la limite de ce qu'on vivait. Et puis je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais nous ça a été difficile de sentir que notre présence mettait en danger sa vie, puisqu'elle avait 72 ans, 73 ans, elle faisait partie des personnes avec des comorbidités, donc des personnes à risque. Et à ce moment-là, on ne savait pas bien ce qui se passait, on ne savait pas bien comment, donc on l'a extrait de la maison, on l'a aménagé dans le studio qui était vide dans le jardin. Nous, on s'est mis dans la maison, on se retrouvait, il faisait beau, donc on se retrouvait sur la terrasse pour manger, mais loin, à 2 mètres l'un de l'autre.
Ça nous convenait pas du tout, elle non plus d'ailleurs. Et au bout de 3 semaines, elle est partie vivre carrément son confinement ailleurs. Et on s'est dit, bah là, il y a un truc qui colle pas. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas comme ça qu'on veut vivre. Et ça nous a remis en chemin. Ça a été un. Ah oui, on a reçu quand même ce qui nous a remis en chemin, ça. Et avant. Anne-Sophie était, à Montauban, il y a le sanctuaire de la Divine Miséricorde qui a été monté avec des reliques de Sainte Faustine et de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse qui est en face là d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut lui demander des choses à Sainte Thérèse, elle donne, sans compter. Et donc oui, on avait rencontré dans le cadre de ce sanctuaire-là, il y avait 2 pèlerins qui chantaient pour Dieu sur les routes, donc qui marchaient tous les jours, qui étaient venus passer une semaine à la maison, et ça nous avait dit, bah, tiens, le voyage, ça nous avait remis en mouvement, on commençait à s'endormir un peu. Et donc on a écrit un projet pendant le confinement. Ce qui était important pour nous, c'était qu'il y ait du vivre ensemble. Et là, je vous parle du projet qu'on a écrit. Hein. On voulait vivre un truc où on vivait ensemble avec d'autres personnes. Pas écrit, ça, des familles, des personnes fragiles, pas fragiles, etc. On se disait qu'il fallait absolument que ce lieu-là ait une activité économique et qu'il soit autonome et que les frais soient coportés. Et on avait lu Laudato Si pendant le voyage. Et on se disait que Laudato Si ne pouvait pas être exclu de ça et que devait être au cœur de ce projet-là. Avec une grosse volonté de l'inscrire au cœur de la ville en disant, bah voilà, des personnes fragiles, si on est en ville, c'est plus facile de venir. Et donc on a commencé à rencontrer des personnes dans le 82, à essayer de voir... À écrire un projet. On a écrit un petit truc, et on s'est dit, il faut qu'on rencontre des personnes pour savoir qui nous challenge un peu. Donc on a été challengé, on nous a dit, vous avez rencontré le village de François? Et on a rencontré... Oui, plusieurs personnes nous ont dit, le village de François, c'est rigolo, ça ressemble vachement à votre truc quand même. Alors ça ressemble effectivement, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Rien à voir avec notre petite écolieu, éco-ferme, voilà. Et on a rencontré en mi-juillet le village de François pour aménager mi-août, finalement, à l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert. Alors ça s'est fait très, très rapidement. On pourrait se dire, il y a un petit brin de folie là-dedans, mais c'était pas sans discernement. Ça faisait longtemps que ça mûrissait et ça faisait longtemps qu'on essayait de discerner quel était notre appel. Le déménagement et l'arrivée à l'abbaye s'est fait très rapidement, mais en relisant maintenant, on a eu cette grande grâce au village de François de pouvoir vivre un peu de cette vie commune avec les frères. Et ça, c'était vraiment un grand cadeau. Aujourd'hui, on ne savait pas pourquoi on y allait aussitôt, parce que vraiment, ça commençait qu'en octobre, on le savait. Et en fait, on a eu cette vraiment grande grâce de pouvoir prendre du temps avec les frères qui puissent nous raconter l'histoire, qui puissent nous raconter leur vie, leur tristesse, leur espérance. Voilà, on a eu vraiment, vraiment cette grâce de pouvoir vivre ça à l'abbaye. Voilà, donc c'est notre chemin, voilà, qui arrive au village de François avec une certaine logique. Donc je ne sais pas après, voilà. Si vous avez des questions maintenant, pas de problème. Personne âgée alors qui était confinée et à qui ça ne convenait pas. Alors elle est venue revivre avec nous avant que nous ne lui disions qu'on avait ce projet du village de François. Elle a vendu sa maison parce que pour elle c'était le projet de vivre ensemble, c'était avec nous et qu'elle n'était pas prête à le revivre forcément avec quelqu'un d'autre. Elle a le projet par contre de venir nous rejoindre. Alors là ça s'est pas fait parce que le temps de vendre la maison, etc. Il y avait pas mal de trucs à faire là où elle était. Mais on a un séminaire bientôt béguinage au village de François. Elle vient y participer pour réfléchir avec nous. Voilà. Je crois avoir compris que François, c'est François d'Assise. Oui. Voilà, tout à fait. Bon, il y a un petit pape François qui... Oui. Merci pour votre témoignage. Je voulais simplement savoir comment ça allait se réguler, qui gère les problèmes quand ils surgissent, qui discerne, qui décide. Oui. Alors, la particularité de ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de personnes
Alors, le conseil d'administration a énormément travaillé sur la gouvernance. Ça a été notre première question, pour tout vous dire. On avait déjà des expériences dans le renouveau charismatique, dans des communautés, etc. Donc, on avait un peu cette vigilance pour nous et pour notre famille, déjà. Donc, ça a été notre première question quand on a rencontré le village de François. Et c'est pas rien, et je pense que c'est primordial d'avoir réfléchi en amont. On a un gros cahier sur la gouvernance qu'on a travaillé il y a maintenant, ça devait être en novembre, c'était ça, un séminaire pendant lequel on a évoqué toutes les questions de gouvernance. Très concrètement, alors je ne vais pas rentrer complètement dans le détail, mais juste quand même pour vous dire un peu comment ça se passe. Il y a un responsable de village. Alors aujourd'hui, moi, on m'a demandé d'être responsable de village pour une durée d'un an. Parce que le responsable de village sera élu en fait par des représentants des associations et un représentant des familles, un représentant des colocations célibataires et ensuite en lien avec le conseil d'administration au niveau national, parce que le conseil d'administration, comme vous l'avez compris, comme il y a plusieurs autres villages qui sont amenés à se développer, gérera plusieurs villages. Et donc le conseil d'administration sera en lien direct avec le responsable de village. Ce responsable de village n'est pas du tout seul, il a 2 adjoints qui sont nommés et un conseil de village. Donc chaque représentant d'association est amené à prendre des décisions et à travailler en commun pour réguler la vie du village, justement. Le responsable de village, il a, je crois vraiment pour vocation, là justement, se vivre ensemble et de faire en sorte que les associations, les unes les autres, réussissent à être en lien et à vivre cette fraternité, en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est très travaillé et je sais qu'Étienne Villemain et le conseil d'administration a été à la rencontre de pas mal de fondateurs, de pas mal de communautés ou d'entreprises d'insertion, enfin voilà, beaucoup de communautés très connues qui se sont cassées la figure quelquefois, mais justement, en fait, ils avaient besoin de rencontrer ces communautés-là pour prendre acte et pour voir quelle était l'analyse de qu'est-ce qui s'était passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne se cassera pas la figure, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas, c'est pareil, des déboires et des difficultés. Simplement, on a vraiment conscience qu'en faisant un travail en amont, il y a des choses qu'on peut quand même éviter. Il y a des choses graves ou importantes qu'on peut éviter. Et je crois que c'était vraiment le travail des fondateurs, enfin voilà, du conseil d'administration du village de François. Donc d'avoir été rencontrer toutes ces communautés, d'avoir un retour. Je crois qu'ils ont rencontré une vingtaine de communautés, de fondateurs ou de personnes qui étaient proches des fondateurs. Mais voilà. Vraiment, on est très à l'aise avec le fait qu'on va se planter. Non mais alors après oui pardon. Moi j'ai une question par rapport à vos ados. Ouais. C'est un témoignage qui est très intéressant. J'ai beaucoup entendu le couple. Je m'interrogeais un petit peu sur savoir comment vos enfants avaient mûri ce projet. Comment est-ce que vous avez réussi à les associer tout en prenant effectivement la décision, puisque c'est le couple qui tranche à un moment donné. Ouais. Mais on ne peut pas non plus ignorer, effectivement. Ça m'intéresse, voilà. Ouais. Merci. Alors ça c'est sûr, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas faire sans leur accord en plus pour nous. C'était complètement primordial. Alors c'est nous qui tranchons, mais très franchement, s'il y avait eu un enfant, un de nos ados qui nous disait non, ça n'est pas possible, c'est complètement incompatible avec ma façon de vivre ou ma vision, je pense qu'on serait pas rentré dans cette aventure-là en tout cas. On aurait peut-être vécu des choses un peu moins exigeantes. Là c'est quand même très exigeant, hein, je le cache pas, et c'est très engageant en temps, en présence, c'est très engageant pour les familles. Et donc pour nos ados aussi. Et c'est vrai que les petits, on les couche à 20h, on a notre soirée de prière ou tout ça. Pas les ados ils sont bien présents. On a présenté, de la même manière qu'on a proposé notre voyage, vraiment de cette manière-là à nos 3 ados, le fait de venir au village de François. Et le fait avant de vivre avec notre coloc, et le fait avant d'accueillir à la maison. C'est pas d'un coup non plus hein, pour eux, parce que c'est vraiment dans un processus qui va jusqu'au village de François aujourd'hui. On a quand même marketé le truc pour que ce soit joli au niveau du packaging et qu'ils aient envie de venir.
En vrai, notre étudiante nous a dit, écoutez, ça vous ressemble tellement, allez-y. De toute façon, même si j'étais pas d'accord, là, pour le coup, j'ai plus rien à dire. Moi, maintenant, je suis étudiante. Donc voilà, on a trouvé ça pas mal, assez franc et une belle réponse. Allez-y, ça vous ressemble, quoi. Notre deuxième était, allez-y, mais si vous attendez 1 an, ça me dérange pas parce que moi, je suis en terminale, l'année prochaine, je serai étudiant. Et alors, on a parlé pas mal avec lui pour lui demander si c'était vraiment difficile pour lui. On n'y allait pas cette année-là, on y allait l'année d'après. Au final, il nous a dit, tentons le truc. Ça l'emballait pas des masses, je tiens à le dire. Notre second, ça l'emballait pas. Et notre troisième était à fond. Mais c'est génial, allons-y, vivons l'aventure, etc. Puis notre petit dernier, il nous suit. Voilà. Et simplement de dire, notre deuxième, qui était peut-être le moins enthousiaste, aujourd'hui, il est tous les week-ends au village de François. On a du mal à le ramener à la maison. Pour qu'il fasse ses devoirs. Pour qu'il travaille un petit peu. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes. En fait, il y a que toutes les familles sont des familles avec des petits, hein, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent, des jeunes des paroisses étudiantes de Toulouse, des jeunes des paroisses de Toulouse, tout simplement, qui viennent s'engager, qui nous sollicitent pour nous donner un coup de main. Et en fait, il y a une vraie jeunesse, une énergie. Enfin, nous, on est complètement dépassés par le truc, hein, vraiment, parce que on pensait pas que ça, sans faire d'appel et sans faire de demande, on pensait pas qu'il y aurait autant de personnes qui viendraient nous aider. Et nos enfants sont complètement emballés aujourd'hui. Ça aurait pu se passer autrement, mais en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Et ils étaient d'accord pour venir dès le départ. Mais c'est exigeant, ça nécessite de discuter régulièrement avec eux aussi et à réajuster régulièrement, surtout qu'on est au début, donc très régulièrement. Écoutant votre merveilleux témoignage, ça faisait penser aussi au village de Saint-Joseph. Ouais, complètement. Ça se ressemble un petit peu ou c'est assez différent? Je crois que ça se ressemble beaucoup. Je ne connais pas bien le village de Saint-Joseph, mais je crois que ça, si vous connaissez, il me semble que ça ressemble. Je crois que ce sont des familles aussi au village de Saint-Joseph qui vivent avec 1 ou 2 ou 3 personnes à l'intérieur du foyer, je crois. Hein, c'est ça. Je crois que ça se ressemble beaucoup. Je ne les connais pas bien, je ne peux pas trop me... Mais il y a un peu l'autre style aussi, qu'ils ont leur maison autonome et tout, ils vivent ensemble, des projets communs. D'accord. Ça se répand, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qu'on a besoin de vivre d'autres choses aussi. Et ça donne plein d'espérance. Moi, je voulais vous poser la question. Matériellement, vous habitez où dans l'abbaye, à côté, et vous, quel revenu vous avez pour vivre? Oui. Alors, je vous ai dit... Et je voulais aussi vous demander où se situe exactement cette abbaye. Oui, l'abbaye Sainte-Marie du Désert et la Bellegarde Sainte-Marie. On est à 35 minutes de Toulouse, du côté de l'île Jourdain. Cadour. L'ail de Cadour, s'il y en a qui connaissent. Tille. C'est des petits villages, tout ça. Mais... la forêt de Bouconne. Après la forêt de Bouconne. Voilà. Ouais. Voilà. L'Aiguevin et tout ça. Alors, comment on vit? Alors, on a un logement, je disais qu'on avait un logement autonome, c'est-à-dire nous, on est le seul couple, comme on est arrivé en août, on n'a pas pu, la clôture était encore présente à l'abbaye, donc on n'a pas intégré les locaux de l'abbaye. Donc, heureusement pour eux. Heureusement pour eux, ouais. On fait trop de bruit. On fait trop de bruit. Et donc, on est dans une petite maison qui est à 250 mètres de l'abbaye. Donc, matériellement, on est un petit peu à part, mais toutes les familles qui sont arrivées depuis sont dans les locaux, dans les ailes, dans les locaux de l'abbaye. À l'abbaye même. Hein. On a à chaque fois aménagé un appartement pour chaque famille qui arrivait. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés vraiment très rapidement. Il fallait tout de suite aménager un appartement, donc on était à fond pour pouvoir accueillir chaque famille. Et que pour l'instant, on n'a toujours pas d'appart pour nous, mais il va arriver un jour, on va intégrer aussi les... Mais la maison fait partie de l'abbaye. Enfin, c'est pas une maison qu'on loue dans un village à côté, quoi. On fait vraiment partie intégrante. Et pour les revenus, je vous disais, moi je travaille, je suis salarié de la Fondation d'Auteuil, donc on est autonome financièrement. Enfin, c'est la condition pour venir au village de François. On n'est pas à charge de l'association. Je crois que ça, c'est très important également, c'est que chaque personne est autonome financièrement, célibataire, couple, voilà, et doit vraiment soit rechercher du boulot autour de l'abbaye, mais ne doit pas dépendre financièrement du village de François.
Et c'est important dans la liberté qu'on a à rester et à s'engager pour les bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Notre engagement à nous, il est un engagement de 3 ans, renouvelable, mais de 3 ans. Et en fait, il faut vraiment qu'on reste libre et que chaque personne reste libre et voilà, soit sur le village de François dans la liberté. 3 ans, c'est un voyage autour du monde. Oui, c'était 80 Je voulais savoir comment vous allez accepter les personnes ou pas. Est-ce que c'est juste un problème de place, par exemple? Vous avez la possibilité d'accueillir, parce que vous avez un appartement et la première famille qui vient aura la place de l'appartement. Pareil pour les associations, est-ce que c'est une question de place? Ou est-ce que, oui, il y a quand même un discernement pour savoir qui peut venir, et puis un volume maximal pour qu'il y ait un équilibre général? Oui. Alors il y a un volume maximal qui est dicté par les plans architecturaux, qui est aujourd'hui de 140. Peut-être qu'on s'arrêtera à 80 si en fait on s'aperçoit que le bon équilibre avec les associations, les familles, c'est 80, on verra. Mais en tout cas, vraiment, c'est pensé pour pouvoir accueillir jusqu'à 130 personnes au sein de l'abbaye, parce que les locaux sont suffisamment grands pour ça. Effectivement, en termes d'accueil, la première chose, c'est que ce sont les associations. Il y a vraiment un principe de subsidiarité. Il y a deux choses dans votre question. Il y a l'accueil des associations, oui. Et puis il y a l'accueil des familles. Oui. Ouais. Bon, là, je parle des personnes fragiles qui pourraient venir au sein de l'abbaye. Ce sont des associations qui vont décider, bien évidemment, des personnes qui peuvent accueillir. Parce que le projet est un peu particulier. Je pense par exemple à la colocation des personnes issues de la rue. Je pense que ça ne correspond pas du tout à tout le monde, en fait. Une personne qui a toujours été en ville, qui est un vrai citadin et qui a besoin de ce lien-là. L'abbaye Sainte-Marie du Désert, c'est vraiment paumé au milieu de nulle part, c'est génial, c'est beau et tout, mais ça peut faire un vrai choc quand même. Donc vraiment, je pense qu'il y aura vraiment ce discernement de la part des associations en premier. Le village de François travaillera avec les associations pour dire, oui, là aujourd'hui on a plutôt besoin, ce serait plutôt ce type de personnes qu'on accueillera ou pas. Mais en tout cas, vraiment de travailler, le village de François et l'association mais c'est l'association qui décidera ou non d'accueillir. Le village de François, en fait, on est beaucoup sollicité pour de l'accueil, on pourra amener des candidatures, dire il y a telle personne qui nous a sollicité pour être accueillie, est-ce que vous pouvez le recevoir maintenant ou pas, voilà. Et pour les familles, il y a un vrai discernement et tout un processus de discernement pour les familles, pour les célibataires, il y a une colocation de célibataires aussi, où assez, avec des étapes assez cadrées, où on est reçu par le conseil d'administration, on est reçu par un conseiller conjugal pour les familles. C'est important. À un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'il regarde, le conseiller conjugal? Parce qu'en fait, il regarde le grain de folie qui est plus ou moins grand. Qu'est-ce qu'il peut un peu discerner là-dedans? Non, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment important de voir si les familles, il faut quand même qu'elles soient un petit peu solides. Je ne sais pas si on peut dire qu'un couple est solide. On en a fait toute l'expérience. Mais en tout cas, conscient de notre fragilité. Voilà, au moins. Et que ça demande du boulot d'être engagé et puis de continuer à vivre cette vie de couple et de famille. Donc il y a un discernement aussi pour les familles. Aujourd'hui, là, sur l'abbaye de Sainte-Marie du Désert, les 7 ou 8 familles ont déjà vécu ce temps-là. Mais il y a d'autres villages de François qui vont ouvrir, donc ce sera sur peut-être d'autres villages. Et on n'est engagé que 3 ans aussi, donc il y aura aussi des familles qui sont renouvelées. Oui. Et pour savoir si les associations, si c'était des bénévoles ou des professionnels qui accompagnaient les personnes cabossées, comme vous dites, et si c'est toujours les mêmes ou s'ils se remplaceront. Alors, ça va dépendre des associations. Chaque association va garder son fonctionnement propre. Alors, je pense, par exemple, pour vous citer quelques associations avec lesquelles on travaille là en ce moment, il y a le Secours catholique. Le Secours catholique, il travaille avec des professionnels et des bénévoles, par exemple. Au Captif La Libération, Hiver Solidaire, Magdalena, qui a aussi pas beaucoup de salariés, mais il y en a, et beaucoup de bénévoles. Solentiel, qui travaille avec des salariés.
C'est vraiment l'association qui vient déployer son projet au cœur de l'abbaye. Et donc c'est elle qui va, finalement, si on était très pragmatique, on dirait elle vient louer un espace de bureau, et puis, enfin un espace, et elle loue cet espace, et dedans elle déploie son activité professionnelle, ce qu'elle sait faire, et elle le déploie... non, enfin en lien avec le projet après du village. Elle est en lien, etc. Non, mais oui, mais dans l'idée, elle est autonome dans l'espace qu'elle va avoir. Et après, on est vigilant sur le... Et c'est le rôle du responsable d'être vigilant qu'on est bien dans l'esprit de ce qu'on veut vivre. Ils ont à se caler, eux, par rapport à l'esprit du village de François. Et c'est ça qui est fait en ce moment, c'est-à-dire de travailler vraiment l'association et le village de François à comment on peut déployer. Là, par rapport au béguinage, par exemple, c'est les maisons de l'Alliance, pour ceux qui connaissent, c'est avec qui on travaille. Et le fondateur, enfin celui qui a créé les maisons de l'Alliance, travaille avec le village de François pour voir comment on déploie ça au village de François. C'est une spécificité, c'est pas n'importe quel béguinage qui va avoir lieu ici. Donc voilà. Mais ce sera bénévole et salarié selon les assos présentes sur le site. Oui, donc merci Anne-Sophie et Benoît de nous avoir partagé une expérience aussi intime que je ne connaissais pas, et c'est vraiment très intéressant de vous connaître sur ce côté-là. Moi j'avais deux questions. Alors, une question qui a déjà été un peu posée sur la gouvernance, mais quand même qui est intéressante, à savoir, il y a un responsable, ensuite il y a des responsables de pôle, et au final, comment les décisions se prennent ? Alors, il y a un responsable de village, oui, tout à fait. Et après, je pense que tu parles du responsable de l'hôtellerie et du responsable du développement économique, tout à fait. Donc, il y a aussi des salariés au sein du village de François. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns pour l'instant, il y en a 2. Et plus les salariés qui étaient auparavant à l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert. Comment les décisions se prennent? En fait, pour l'instant, elles se prennent effectivement en concertation toujours avec le conseil d'administration. Et puis, voilà, le responsable du village, le responsable de développement économique et le responsable de l'hôtellerie aujourd'hui. On a une situation un peu particulière, c'est pour ça que je disais dès le début, attention, on y va tout mollo, on est tout au début. C'est qu'on n'a pas encore d'association, ni de représentants d'association aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant, on ne travaille pas avec ces représentants d'associations. Ça changera vraiment la donne quand les associations seront arrivées. On ne fonctionnera plus comme ça. Ça, c'était pardon. Oui, je disais que le conseil d'administration aujourd'hui n'a finalement qu'un village dont il s'occupe, et puis 2 autres qui sont en projet. Et donc il y a un principe, ils ont à l'œil de tout ce qui est subsidiarité, c'est-à-dire qu'on puisse avoir de l'autonomie sur site, le village, et que les choses puissent être décidées en local, mais en même temps qu'il y ait une cohérence globale et qu'on soit bien dans le projet tous ensemble. Donc la deuxième question, c'était évidemment sur l'héritage. Donc si le grain de blé ne meurt, donne beaucoup de fruits, hein, c'était ce que les moines avaient mis comme en avant. Mais il y a un héritage aussi, finalement, que je voudrais souligner, c'est qu'une abbaye, ça rayonne, donc ça draine. Bon, voilà. Vous savez bien, des laïcs cisterciens, ça donne, comme ici, en Calcate, il y a des oblats associés. Bon, il y avait des associés, il y avait des personnes habituées à venir. Il me semble que cet accueil, mais je ne sais pas du tout comment, par contre, c'est important qu'il soit maintenu. Comment, je n'en sais rien. Franchement, aujourd'hui, on tâtonne, mais peut-être que c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, il y a du changement. Enfin, tu as pu le voir. Enfin, Valérie est une, vous aurez compris, habituée de l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert. Mais et de fait, ne serait-ce que la messe dominicale, ne serait-ce que les offices, on n'a pas du tout les mêmes personnes qui viennent. On en est bien conscient et on va pas changer notre façon de prier. On a une manière de prier avec des chants qui sont peut-être un peu plus des chants de l'Emmanuel ou des choses comme ça. Enfin, pour ne citer que l'Emmanuel, hein. C'est sûr qu'on n'a pas du tout des chants cisterciens et que de toute façon, on n'a pas cette fibre-là. Hein, c'est pas notre charisme. Oui, non, mais je donne l'exemple de la messe dominicale simplement pour dire il y a des personnes effectivement qui viendront plus au sein de l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert.
Oui, et d'autres personnes qui viendront en plus, et d'autres personnes qui continuent à venir, et on rend grâce pour tout ça. Mais bien sûr, les personnes qui sont depuis toujours et qui sont depuis très longtemps au sein de l'abbaye, c'est très important qu'elles puissent continuer à venir, bien sûr. Et tu parlais de rayonnement tout à l'heure, tu as dû lire la plaquette un peu aussi, et le rayonnement fait partie, effectivement, on n'a pas du tout une intention d'être repliés sur nous-mêmes, pas du tout. Il y a énormément, on est très étonnés, mais de bénévoles qui viennent et qui donnent de leur temps quoi, au sein de l'abbaye. Pour l'instant, rien n'a commencé, et puis qui disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, il y a l'accueil téléphonique, et hop là, ils se mettent à l'accueil téléphonique. Enfin, je veux dire, vraiment, plein de personnes de bonne volonté qui viennent proposer leur aide, et vraiment, on rend grâce pour ça. Donc, oui, bien sûr qu'il faut que ça continue à rayonner. Oui, je suis émerveillé par votre parcours, c'est super, et puis par le projet de François. Au départ, c'est vrai que je pensais au village de François, c'était François, vous ne connaissez pas. Un peu, quand même. Et c'est vrai que vous appuyez beaucoup sur l'Audacity. Moi, je suis frappé par l'Audacity, justement, entre le fait que notre pape nous a interrogé sur notre attention au cri des pauvres et au cri de la terre, et que le cœur, en fait, est bien l'évangile de la création, le cœur de l'Audacity. Et je suis interrogé ou étonné en tout cas par le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, qui était écolo, bobo, catho, parce que justement, ça donne une idée encore où l'écologie n'est pas quelque chose de catho, d'une part, que quelque part il y a une cassure entre d'une part une certaine vision éco-catho et puis une autre vision écolo, et je trouve que cet évangile a été quelque chose d'extraordinaire pour réconcilier les deux. Et je suis surpris que vous ayez ce discours qui est une cassure entre les deux. Voilà, je suis vraiment profondément surpris. Voilà. Ouais. C'est peut-être très maladroit de notre part, parce que en plus la date aussi, alors je l'ai relu il n'y a pas longtemps, parce que je l'avais lu il y a 3 ans, il faut le relire un peu de temps en temps. Je trouve effectivement que c'est une encyclique qui nous a complètement rassemblés, et qui a rassemblé des personnes qui n'étaient pas catho du tout en plus, des personnes vraiment profondément écolo, dans le sens vraiment qui se souciaient de notre maison commune. Nous, on l'a offert, à titre d'exemple, on l'a offert à 3 couples d'amis pas catho. C'est la seule encyclique que j'aurais pu offrir, je pense, qu'ils ont lu en entier, et qui nous a permis d'échanger profondément sur ce sujet. Je pense que même Fratelli Tutti, je ne pourrais pas leur offrir de la même manière, ils ne pourraient pas la lire de la même manière. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a énormément rassemblé, enfin Laudato Si, c'est vraiment quelque chose qui a rassemblé les cathos, je suis d'accord, et en plus les non-cathos aussi. C'est moi qui ai voulu faire une petite blague et c'était pas ajusté, désolé. Oui, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. C'est dommage parce qu'on parle d'écologie intégrale. Oui, c'est vrai. Au lieu de partir sur quelque chose qui peut rassembler, là, on va être en train de tout éclater encore une fois. Non, c'était pour faire, pour évoquer un stéréotype. Mais c'est en effet pas. Je crois que l'écologie est bien le problème de tous, et Laudato Si nous englobe tous, quelles que soient les étiquettes. Et c'est vrai qu'en évoquant les écolos catho-bobos, je remets une étiquette là où on essaye justement de les enlever. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Merci pour votre témoignage. Moi j'ai 2 questions. La première, c'est concernant l'animation spirituelle du lieu. Donc vous parlez des messes du dimanche, est-ce que vous avez un aumônier attitré, et qui prend en charge ou comment, de quelle manière l'animation spirituelle et l'aude, enfin voilà, toute la vie spirituelle du lieu, comment ça se passe? Alors, en fait, ce sont tous les laïcs au sein de l'abbaye qui prennent en charge. On a la chance, on a la grâce d'avoir un prêtre qui vit avec nous au sein du village de François depuis août. Il est arrivé en même temps que nous. Donc on a la messe tous les jours, mais c'est pas lui qui est chargé, c'est pas l'aumônier du lieu, c'est pas lui qui est chargé de la vie spirituelle au sein de l'abbaye, au sein du village de François. Alors, le prêtre est villageois comme nous, avec une mission et un sacerdoce qu'il exerce. Qu'il exerce au sein du village, mais il n'a pas charge d'âme.
il n'a pas de... Enfin, c'est pas un prêtre de paroisse. Ouais. Il y a des règles extrêmement précises par rapport aux prêtres, justement, qui, évidemment, nous ne pouvons pas nous confesser au prêtre qui vit avec nous. Donc, on a des confessions obligatoires à l'extérieur de l'abbaye. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais qui sont hyper importantes, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui, sa mission ? Alors, auprès de toute la paroisse, enfin, de toutes les personnes extérieures, et puis qui viennent en retraite, qui viennent au sein du village, mais qui ne vivent pas sur place. Voilà, j'insiste un peu. Il peut, évidemment, accompagner les personnes, les confesser, être présent voilà, à tous les offices, évidemment. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que Sainte-Marie du Désert est devenue une paroisse et que ce prêtre a été nommé comme un prêtre de paroisse. Non, elle n'est pas devenue une paroisse, elle fait partie d'une paroisse. Ouais. C'est un clocher parmi une paroisse. Ouais, il y a des retraitants, vous disiez ? Oui. Il y a une partie qui est dédiée aux retraitants. Alors l'hôtellerie accueille des retraites. Aujourd'hui, quelques-unes et en nombre réduit dû évidemment aux restrictions Covid, mais accueille effectivement des retraites de plein d'organismes ou de communautés différentes. Voilà, pas plus tard qu'hier, il y avait 25 personnes qui vivaient une retraite en silence, 25 femmes qui vivaient une retraite en silence à l'hôtellerie. Voilà, donc en fait là, c'est simplement des communautés qui se mettent en lien avec le responsable de l'hôtellerie et qui voient si c'est possible d'organiser des retraites, des temps de retraite. Ça, c'est les retraites extérieures qui sont vraiment organisées par telle ou telle communauté, tel ou tel organisme, association. Et puis après, il y aura des séminaires de formation, des formations qui seront proposées par le village de François. Pour l'instant, ça c'est en construction. Voilà, c'est plus dans la réflexion actuellement. Voilà. J'ai encore une question si je peux. Donc c'est par rapport aux familles. Alors on a compris comment vous étiez arrivé là, en fait. Actuellement, vous êtes combien de familles déjà en place ? 5 familles et 3 autres arrivant cet été ou en septembre. Donc les autres, comment est-ce que... Enfin, on s'en raconter le parcours de chacun, mais dire comment elles ont été au courant, comment elles sont arrivées. Alors toutes sont arrivées sans... le conseil d'administration a été extrêmement étonné parce qu'en fait, ils ont été très sollicités par des familles qui voulaient venir vivre au village de François. Sans avoir jamais dit, on a besoin de familles pour venir faire vivre ce lieu. Et vraiment, ils ont reçu, je sais qu'Étienne disait qu'ils avaient reçu une trentaine de demandes de familles avant même que le premier village ne soit créé. Alors là, il y a des familles de tout parcours différents. Certains ont fait, parce que là, il y a 2 familles, là, c'est peut-être important de les nommer, ont fait l'école missionnaire... Le CMC, l'école de l'Emmanuel sur les missions pour les couples. Voilà, pour rechercher justement quel est l'appel de notre famille, quel est l'appel de notre couple. Et donc eux, ils ont vécu ça. Puis à la fin de leur année, de cette année de discernement, ils ont choisi le village de François. D'autres personnes, un des couples qui vient d'arriver, lui travaillait au Secours catholique. Donc il a été muté dans le cadre du Secours catholique. Tout le monde a vraiment un parcours très différent et un peu peut-être, chacun atypique. J'arrive pas trop à faire de généralité sur les... Les gens en détresse, est-ce qu'il y en a qui arrivent après à se réintégrer dans la société ? Alors, on n'accueille pas encore aujourd'hui au sein de l'abbaye, donc j'espère bien vous dire oui. Je vais partir des associations peut-être qui ont vraiment cette expérience, l'association Lazare, l'association Magdalena, ces associations avec qui on va travailler, Marthe et Marie, toutes ces assos, évidemment, il y a une réinsertion. Pas pour toutes, il y a des personnes qui vont retourner à la rue, ça c'est sûr, mais il y a vraiment une réinsertion et un accompagnement dans l'insertion après les passages, parce que l'idée c'est pas de vivre, c'est pareil pour les personnes accueillies, l'idée c'est pas de vivre ad vitam au sein du village de François, c'est de vivre un temps. Il y a des personnes qui vivront beaucoup plus longtemps que d'autres, des personnes elles auront besoin de 6 mois, et puis d'autres 2 ans, et puis d'autres 3 ans, mais c'est de s'adapter à chaque situation. Voilà. Mais aujourd'hui au sein de l'abbaye, on n'accueille pas encore, donc je ne peux pas vous dire. Mais évidemment, les assos avec qui on travaille sont des assos, je crois que c'est important,
toutes qui ont une vraie expertise et une vraie spécificité d'accompagnement des personnes, justement. Ce n'est pas des toutes nouvelles associations, c'est des associations qui ont travaillé déjà depuis un certain nombre d'années avec des personnes dans cette fragilité-là. Oui, moi j'avais une question un peu ce que vous avez dit sur la pérennité en fait de la structure. Je trouve que l'enthousiasme du début est super. Vous avez dit que vous aviez un engagement de 3 ans minimum. Et ce qui me paraît important pour la pérennité, c'est de pouvoir se renouveler. Donc est-ce que vous avez une durée maximum pour être au sein du village, pour éviter que les gens s'incrustent ou qu'il y ait des hyperroses? Donc ça me paraît important de pouvoir travailler sur ce renouvellement en fait. Alors il n'y a pas de durée maximum, je crois. Par contre, il y a des durées maximum de mandat. On ne peut pas avoir un mandat supérieur à 3 ans. Un mandat de telle responsabilité ou telle... voilà. Il y a des durées maximum de durée de mandat. C'est clair? Par contre, une fois que le mandat est arrêté, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas vivre au sein du village comme un villageois. Mais je pense que ça change vraiment la donne, ça. Et oui, enfin, vous avez raison, il y a cette notion de renouvellement qui est importante et c'est pour ça qu'on part sur 3 ans. 3 ans, c'est assez long pour qu'il y ait le temps de faire des choses, de poser des... Et en même temps, c'est court, c'est-à-dire que ça nécessite de déjà penser à l'après ou de ne pas s'enraciner dans les choses pour éviter que ça se sclérose, qu'il y ait des petits jardins privés qui se créent avec des petits espaces... ça c'est mon petit truc à moi, l'idée c'est pas ça. Vous pouvez rester 30 ans quoi. Au sein du village, peut-être que dans 3 ans on aura changé la donne et on se dira on peut rester que 3 ans. C'est même pas renouvelable. Non mais là aujourd'hui c'est pas fixé, il n'y a pas un temps vraiment de vie au sein du village qui est arrêté. Je crois que ça, c'est un premier travail. J'insiste un peu, mais c'est le premier travail de gouvernance qui a été fait. Ça va être réajusté vraiment dans 6 mois déjà. Ça va être ajusté. Après, ils ont prévu tout un système de régulation. C'est-à-dire, il y a un audit externe tous les 2 ans qui aura lieu au sein du village de François. Ça, c'est vraiment né de leur rencontre avec d'autres communautés. Donc, tout ça sera vraiment, là ce que je vous dis là, il y a plein de choses qui auront changé certainement dans 2 ans. Voilà, ce sera réajusté au fur et à mesure de l'expérience qu'on a. Une famille dont les enfants ne sont plus là parce qu'ils sont trop grands. Ouais. Par exemple, vous n'avez plus d'enfants en âge d'être à la maison, ils sont tous étudiants, etc. Est-ce qu'on peut rester là même parce qu'on n'est plus une famille avec du monde qui peut aider? Oui, mais... Nos enfants ne sont pas engagés à aider. Hein. Et on est une famille, même si ces enfants sont pas là. Ouais. Voilà. C'est pas la même dynamique? Non, oui, tout à fait. Mais dans le béguinage, là, je sais qu'il y a au moins 4 couples dont les enfants sont grands, donc qui ne seront pas là et qui vont venir vivre au sein du village, qui sont intéressés pour venir vivre au sein du village. Alors là, ils vivront en béguinage, mais ça aurait pu être une famille. Voilà, c'est simplement que c'est ce qui les intéresse, quoi. Non, on est considéré encore, je crois, comme une famille, j'espère. Je prends la parole, puisque je pense qu'on a déjà beaucoup discuté, on a échangé. Je reviens à l'intervention de Jean-Pierre Estival, qui tout à l'heure a remis le doigt sur tout ce qui est l'écologie, et l'écologie pour nous tous. Pardon, oui, je tiens pas. Et j'ai envie de vous raconter juste une toute petite histoire pour faire sourire. J'ai été conseillère municipale à Albi pendant un certain nombre d'années, alors que les écologistes n'étaient pas encore tellement rentrés dans les choses un peu plus généralement admises et sérieuses. Et l'une des conseillères, qui n'était pas la moindre, venait de dire oh oui, les écolos. Alors je dis madame, vous dites aussi, alors les écologistes, c'est pas les écolos. Les communistes, vous leur dites pas les cocos. Pour dire qu'il faut rentrer aussi voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, Marie, c'est la dernière, je pense. Tout
à l'heure, vous avez beaucoup insisté sur le travail et les prises de décision. Alors j'aimerais savoir si les prises de décision se prennent, sont sûrement portées par votre prière et par la prière de toute une communauté. Et je ne sais pas, voilà, ma question est autour de ça. Alors, je vais répondre, après je laisse la responsable du village qui prend les décisions, mais je lui coupe la parole exprès. Il y a une vraie conscience que, au début, le responsable du village ne devait pas s'appeler responsable, devait s'appeler serviteur, je crois. La responsabilité du village, elle est vécue par tous comme étant une charge et une responsabilité et un service qu'on donne pour le bien commun. On a eu toute une conférence sur la notion de bien commun qui est différent de l'intérêt général. Et le responsable du village, il a à charge le bien commun. Il n'a pas à charge la préservation de l'intérêt général. Et c'est important cette différence. Et on a... Excusez-moi, vous pouvez redéfinir, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Ceux qui ont fait Zaché et machin, c'est très clair. Ouais. Mais pour beaucoup de catholiques, encore la différence entre bien commun et intérêt général, c'est pas aussi bien ça. Alors moi, je vais vous partager juste le petit exemple qu'on m'a donné et qui m'a frappé, parce que c'était qu'une conférence et donc j'ai pas la formation complète. La paix, c'est un bien commun, même si personne ne souhaitait, même si l'ensemble des personnes sur Terre ne voulaient pas avoir la paix n'a pas besoin de requérir l'intérêt général pour exister et pour être un bien à disposition de tous. Elle existe par elle-même, par sa nature propre. Je ne sais pas si c'est clair, si vous voulez, s'il y a des gens qui sont plus calés que moi là-dessus. En tout cas, voilà, le responsable, il est... Comment ? Ça va à peu près ? Ouais, c'est très court. Et en tout cas, le responsable, il a à charge la préservation de ça, voilà, de ce bien commun. Et bien évidemment, toutes les décisions, en fait, les familles sont là pour porter le village dans la prière. Vivre avec, mais porter le village dans la prière. Donc je ne vais pas vous dire qu'à chaque décision, on est en train de prier, etc. Mais chacune de nos réunions commence par un temps de prière, déjà, c'est pas rien. On essaye d'invoquer l'Esprit Saint pour être inspiré. Et encore une fois, tout ça, on le fait avec beaucoup d'humilité. J'insiste là-dessus, mais tout à l'heure, Benoît Rigan disait on sait qu'on va se planter. On va faire des erreurs, on va essayer d'apprendre de nos erreurs. On essaye de se former. Tout à l'heure, tu parlais de formation. On essaye de se former. Ça fait partie des essentiels aussi. Hein. On est tous avec un bagage plus ou moins important et en termes de formation et entre autres dans l'écologie intégrale en premier. Il y a des personnes qui se sont spécialisées là-dedans. On a besoin de formation là-dedans. Donc c'est les premières choses qu'on va faire. Et voilà, les familles sont là pour porter dans la prière et donc pour essayer d'être le plus possible proche d'une part d'une intuition d'un fondateur, d'accord, et proche d'une œuvre auquel on croit et on pense qu'on est appelé par le Seigneur à vivre ça. Voilà. Merci à vous. D'accord. Voilà. Donc on va arrêter là. D'abord pour vous laisser un petit peu de temps pour visiter la cathédrale et aller avant le couvre-feu qui ne tarde pas à arriver, puisque vous n'êtes pas d'ici. Et puis, voilà, vous remerciez beaucoup pour votre témoignage qui a suscité beaucoup d'intérêt. J'étais frappé parce que 3/4 d'heure d'échange, c'est assez rare pour être souligné. Et puis merci aussi de nous avoir élargi l'esprit et de nous avoir fait toucher du doigt que l'écologie, ça englobe tout, voilà, et en particulier l'humain. Et pour rebondir à tout ce qui a été dit, hein, je crois qu'il nous faut nous garder de deux attitudes fermées. Une attitude, et c'est là qu'on peut critiquer l'un des deux, une écologie qui ne reste que rivée sur les questions environnementales, c'est un peu les écolos beaux, peut-être, et une écologie qui serait fixée, mais un peu trop, sur la bioéthique. Et ça,
c'est aussi dans certaines sphères de l'Église, où on n'en reste que là. Et je crois qu'il faut intégrer l'ensemble. On ne peut pas, c'est injuste, profondément faux, de vouloir sauvegarder les récifs coralliens en Australie ou les ours dans les Pyrénées si on s'arrête muet devant des questions de PMA, GPA. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas non plus si on en reste rivé, sclérosé sur des affaires presque idéologiques sur GPA, PMA, avortement, etc. Parce que si on oublie tout le reste, alors on oublie la responsabilité de l'homme sur la crise écologique. Et on ne peut pas réparer la crise écologique si on ne répare pas d'abord l'homme. Donc il faut tenir tout ensemble, c'est là le tout est lié. Et je crois que vous nous avez mis le doigt sur la frontière, c'est-à-dire l'attention à la fragilité, et tout commence par là. Et c'est alors que nous serons sensibles à la fragilité de l'autre, que nous pourrons être d'autant plus sensibles à la fragilité de tout ce qu'il y a dans le reste de la création. Voilà. Alors un grand merci. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir encore donné un point final. Je le fais maintenant. C'était juste pour... C'est vous qui avez le dernier mot. C'est pas moi. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci pour votre accueil. Pour la suite. Voilà, n'hésitez pas. Merci, bonne journée, bonne soirée. Au revoir.